Si vous pensez que les chevaliers étaient tous nobles, élégants, étincelants dans leur armure, alors vous vous trompez. Dans cet épisode, vous allez voir que l'apparence n'a jamais été ce qui comptait le plus. Ce qui comptait vraiment, c'était une chose invisible et déterminante. Avant de commencer, je vous propose une énigme. Je nais d'un serment, je meurs d'un regard. Je n'appartiens qu'à ceux qui vivent selon un code. Je ne protège pas la vie, mais je décide de sa valeur. Qui suis-je ? Bienvenue. Ce podcast est un espace de transmission. Un espace où l'on prend le temps de comprendre des sujets lointains, des sujets oubliés et souvent complexes. Car tous ont un lien. Et ce lien permet de relier les femmes et les hommes du passé à ceux que nous sommes aujourd'hui et à ceux qui viendront après nous. Car l'histoire n'est pas un récit figé, c'est une mémoire vivante, une culture ouverte, presque open source, accessible à tous. Et sans même s'en rendre compte, c'est un héritage que chaque génération reçoit, transforme et partage. Ce podcast est culturel. Il se veut accessible, mais exigeant dans les faits. On y parle d'histoire et de culture, sous toutes ses formes, sans frontières et sans tabou. Alors, pour ce premier épisode, vous l'aurez compris, nous allons parler d'honneur. Pas de l'honneur comme nous l'entendons aujourd'hui. Pas de cette notion floue et morale que chacun définit à sa manière. Mais d'un honneur ancien, un honneur visible, mesuré par le regard des autres. À une époque où la conduite d'un seul homme pouvait retourner l'issue d'une bataille, où l'honneur structurait des vies, décidait des réputations, justifiait la guerre et parfois la mort. Commençons. Je ne veux pas vous sortir la barbe du vieux sage, mais si l'on veut comprendre l'honneur médiéval, il faut accepter de poser un cadre. Voici comment on peut comprendre l'honneur au Moyen-Âge sans anachronisme. L'honneur est la reconnaissance publique accordée à un homme d'armes qui respecte un code social, martial et religieux partagé par ses pairs. Et à cette époque, l'honneur était porté principalement par une catégorie d'hommes, les chevaliers. Il faut bien mesurer ce que représente le rôle d'un chevalier et pourquoi il est puissant. Au XIIe siècle, le chevalier n'est pas seulement un combattant, c'est une arme. Une pointure technologique à la fois sociale, militaire et économique. Être chevalier n'est pas réservé qu'à la noblesse, mais ce n'est pas non plus accessible à tous. Un chevalier dépend de son équipement, ses armes, son armure, son écu, mais surtout son destrier, qui est sa monture de guerre. Tout cela coûte extrêmement cher. Être chevalier implique donc une place particulière dans le monde, dans la société. C'est un rang social. Sur le champ de bataille, le chevalier est un élément décisif. Monté sur un cheval de guerre, il lance la charge. La charge n'est pas un choc isolé. C'est une arme en mouvement. Le poids de l'homme en armure, celui du cheval lancé à pleine vitesse et la lance abaissée, tout ça est conçu pour briser les lignes ennemies. Face à lui, des soldats à pied. Piétailles, archers, arbalétriers, leurs armes ne percent pas facilement l'armure. Leur formation cède dès l'impact. Le chevalier peut charger, se replier puis revenir à l'assaut, et ce plusieurs fois. C'est pour cela que la chevalerie est si puissante. Et c'est pour cela que l'honneur n'est pas une idée abstraite, mais une nécessité militaire. Quand un homme peut décider du sort d'une bataille, sa conduite doit être exemplaire et codifiée. Et ce code de l'honneur repose sur plusieurs piliers. Le courage doit être vu. Il ne suffit pas d'être brave, il faut que cette bravoure se manifeste sous le regard des autres. Le champ de bataille et le tournoi sont les lieux où le courage se prouve. Le chevalier connaît et accepte le risque. Il met sa vie en jeu non pas par folie, mais parce que son courage doit être raconté. Pour cette raison, le combat frontal est valorisé. L'efficacité pure n'est pas l'objectif,
Les embuscades, les ruses, les coups portés dans l'ombre ne produisent pas d'honneur. Le courage doit être exposé aux yeux de tous. La loyauté est le cœur de l'honneur pour un chevalier. Le chevalier prête serment à son seigneur. En donnant sa parole, il engage bien plus que sa vie. Il engage son nom, sa réputation et sa place dans ce monde. Trahir ce serment, c'est commettre un acte de félonie. Le chevalier félon devient un parjure. Il peut être mis à mort, et même s'il survit, sa vie sociale est brisée. Perdre son honneur, pour un chevalier, c'est déjà être mort. Le chevalier ne combat pas n'importe comment. Il reconnaît son ennemi comme un adversaire légitime. Il affronte à visage découvert. Il existe des règles implicites et partagées. On ne frappe pas un homme désarmé, on respecte la valeur d'un adversaire courageux, et on épargne celui qui a bien combattu. Ce n'est pas de la pitié, c'est de la reconnaissance. Il n'y avait aucun intérêt à tuer un chevalier. Par contre, capturer un chevalier procure de l'honneur, et l'échanger contre une rançon permettait d'avoir richesse. La courtoisie au Moyen-Âge n'a rien de romantique. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une discipline. Le chevalier ne prouve pas sa valeur uniquement par la force. Il la prouve aussi par le contrôle de lui-même, ses gestes, ses paroles, ses désirs. La colère injustifiée, la brutalité gratuite sont perçus comme des signes de faiblesse. L'amour courtois, ce n'est pas l'expression libre des émotions, c'est tout l'inverse. C'est une discipline, une mise à l'épreuve permanente de soi-même. Le chevalier honorable n'agit pas pour être admiré. Il agit par devoir, il accomplit ce qui doit être fait parce que c'est son rang. Et si la reconnaissance vient, elle vient après. Ne dit-on pas que celui qui cherche l'honneur pour lui-même le détruit ? Enfin, il ne faut pas l'oublier, le chevalier est aussi un homme de foi. Il se pense comme un soldat du Christ, un miles Christi. La guerre, dans ce cadre, n'est pas seulement une nécessité politique, elle prend une dimension spirituelle. La croisade donne un sens religieux au combat, elle inscrit l'honneur dans un ordre divin. La guerre devient légitime et parfois même sacrée. Alors, si l'on réunit toutes ces cases, un homme incarne presque parfaitement cet idéal chevaleresque. Guillaume le Maréchal. Guillaume le Maréchal, appelé aussi William Marshal, pour ceux qui aiment les VO. Nous sommes au XIIe siècle, c'est l'âge d'or de la chevalerie. Guillaume n'est pas un seigneur, il n'est même pas riche. Il est anglo-normand, il grandit en Normandie, dans un monde partagé entre deux rives de la Manche, où l'on sert un roi d'Angleterre tout en parlant français et où la guerre est un métier. Il est le fils cadet d'un petit seigneur, et pour ça, il n'a ni héritage ni fortune. Il a failli mourir enfant. Guillaume n'a que 6 ans lorsque son père trahit le roi d'Angleterre. Et pour garantir sa loyauté, le roi fait de l'enfant un otage, comme moyen de pression. Mais son père trahit encore. Le roi menace alors d'exécuter Guillaume, en l'utilisant comme projectile pour son engin de siège, et pour ainsi l'envoyer contre les murs du château de son père. La réponse du père, le bougre, est glaçante, mais épique si l'on considère l'ironie. Et j'ai encore le marteau et l'enclume pour en faire des meilleurs. Point. Guillaume survit, mais une leçon s'impose à lui. Dans ce monde, la parole donnée vaut plus que l'or, et même plus que le sang. Adulte, toujours sans un sou, il choisit la voie du chevalier, car c'est ce qu'il a toujours appris et c'est ce qu'il fait de mieux. Il combat là où les chevaliers se forgent une réputation, dans les tournois. Nota bene, les tournois au XIIe siècle ne sont pas des jeux, ce sont de véritables champs de bataille. Des dizaines de chevaliers s'y affrontent, parfois des centaines. Il n'y a pas d'enceinte fermée, pas de règles strictes. Le combat déborde dans les champs, sur les chemins, jusque dans les villages voisins. On charge en groupe, on se disperse, on poursuit les fuyards, car le but n'est pas seulement de vaincre. Le but, c'est de prendre,
prendre un cheval, prendre un adversaire vivant. Chaque prisonnier vaut une rançon. Chaque victoire rapporte de l'argent, de l'équipement et surtout une réputation. Les blessures sont réelles, la mort fréquente. Guillaume y excelle. Tournoi après tournoi, il enchaîne les victoires. Avant d'être un héros de chronique, Guillaume le Maréchal est d'abord un professionnel de la guerre. Sa renommée ne repose pas sur un exploit isolé, mais sur une constance rare, le courage, la loyauté et la retenue. Guillaume n'est pas décrit comme un chevalier élégant, il n'est pas le chevalier raffiné des romans, mais sur un champ de bataille, c'est exactement l'homme qu'on veut à ses côtés. Et détail important, c'est aussi celui qu'on préfère avoir devant soi plutôt qu'en face. Très grand pour son époque, extrêmement robuste selon les sources, il est taillé pour durer. Son corps est une arme, forgée par les tournois, endurci par les combats, marqué par les chutes et les coups. Un corps façonné par et pour la guerre. Son élégance n'est pas dans l'apparence, elle est dans la tenue, dans la retenue. Vers la fin des années 1160, Guillaume a une vingtaine d'années. Il combat sur le continent, dans ses guerres locales et ses affrontements qui rythment la Normandie et l'Anjou. Ce ne sont pas des batailles rangées, ce sont des combats d'escarmouches, des sièges, des sorties brutales. Vers 1168, lors d'un affrontement alors qu'il escorte Aliénor d'Aquitaine, la situation bascule. Le comte de Salisbury, son oncle, est tué sous ses yeux. Guillaume se bat encore, vaillamment, mais une grave blessure à la cuisse le met hors de combat. Il tombe, et pour la première fois, Guillaume le Maréchal est capturé. À cette époque, un chevalier capturé devient une valeur marchande. Sa vie a un prix. Guillaume est retenu, sa rançon est fixée, et c'est alors qu'intervient Aliénor d'Aquitaine. Aliénor est duchesse d'Aquitaine, l'une des femmes les plus puissantes d'Europe, ancienne reine de France, reine d'Angleterre, mère des héritiers du trône. Et c'est elle qui choisit de payer la rançon de Guillaume. Ce geste n'est ni charitable, ni sentimental. Dans le monde chevaleresque, payer la rançon d'un homme, c'est reconnaître publiquement sa valeur. Peu après, Aliénor confie à Guillaume l'éducation martiale de son fils aîné, Henri. Couronné roi d'Angleterre en 1170, mais trop jeune pour gouverner. Guillaume devient le chevalier du jeune roi, son compagnon d'armes, son modèle, celui qui doit lui apprendre ce que signifie être chevalier avant même d'être roi. À travers ce choix, Aliénor fait plus que récompenser Guillaume. Elle le place au cœur du pouvoir plantagenet. 3 ans après, en 1173, soutenu par sa mère Aliénor, le jeune roi se révolte contre son père Henri II. La guerre devient familiale. Guillaume fait un choix. Il reste fidèle à celui qu'il a juré de servir, parce qu'un serment ne se renégocie pas. La révolte échoue. Le jeune roi est pardonné, mais en 1183, il meurt emporté par la maladie avant même d'avoir régné. Guillaume perd son seigneur. Il n'hérite de rien, seulement d'une réputation intacte, celle d'un homme qui n'a jamais failli à son devoir. Alors qu'il a déjà acquis une solide réputation, et pour honorer sa parole à son seigneur défunt, Guillaume part en croisade. Il ne le fait pas pour la gloire, ni pour inscrire son nom dans la légende, mais parce qu'un chevalier honorable doit un jour mettre son épée au service du Christ. Il va simplement accomplir son devoir en Terre Sainte. D'ailleurs, les chroniques ne rapportent ni exploit, ni victoire retentissante. Et ce silence est révélateur. Cela prouve que la croisade n'est pas pour lui un théâtre de gloire, mais bien un devoir accompli. Guillaume revient en Occident 3 ans après, toujours respecté, mais toujours sans terre, sans fief et sans épouse. D'ailleurs, à son retour, il se place légitimement au service du roi Henri II, car Henri II voit en lui non un traître, mais un chevalier fidèle jusqu'au bout.
Puis vient l'année 1189, une année décisive. Au printemps, sur un champ de bataille près du Mans, Guillaume affronte un jeune prince fougueux, Richard, alors comte de Poitou. Le combat est réel, c'est un face-à-face. Guillaume désarçonne Richard. Il tue son cheval, le fait chuter et le met en position de mort. Il ne le fait pas. Quelques mois plus tard, Henri II meurt. Richard devient alors roi et se fait appeler Richard Cœur de Lion, le fameux Richard cité dans vos livres d'histoire, le plus français des rois anglais. Et Richard se souvient, il choisit Guillaume le maréchal comme l'un de ses chevaliers les plus sûrs. Cette même année, alors âgé de 43 ans, un âge très tardif pour un chevalier, Richard lui accorde le comté de Pembroke et le marie à Isabelle de Clare, la plus riche héritière du royaume anglo-normand, détentrice de vastes terres au pays de Galles et en Irlande. Ce n'est pas un mariage romantique au sens moderne. Ici, l'amour compte peu. Ce qui compte, c'est la stabilité du royaume. Richard ne lui offre pas seulement une épouse, il lui confie quelque chose de bien plus stratégique. Des terres, des hommes, des rébellions à mater et des frontières à tenir. Guillaume est désormais jugé digne de recevoir terre, titre et lignée. Il passe de chevalier sans terre à grand seigneur anglo-normand. Guillaume n'aura pas perdu son temps. Il aura 10 enfants, 5 fils, 5 filles, une parité parfaite. Fait frappant, ces 5 fils mourront sans héritier légitime, ce qui va alimenter encore plus sa réputation quasi légendaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car ces 5 filles, elles, se marient, elles entrent dans les plus grandes familles nobles d'Angleterre, de France et d'Écosse. Par elles, le sang de Guillaume circule, il traverse les générations, il rejoint des maisons royales. Ironie profonde. L'homme qui n'a jamais cherché à fonder une dynastie devient, sans le vouloir, l'ancêtre discret de lignées royales, dont certaines existent encore aujourd'hui. Les Windsor, pour ne pas les citer. Guillaume sert successivement Henri le Jeune, Henri II, Richard Cœur de Lion, puis Jean sans Terre, sans jamais trahir un seul serment. À la mort de Jean sans Terre, en 1216, le royaume vacille. Son héritier n'est qu'un enfant, Henri III, âgé de 9 ans. L'Angleterre est en guerre civile, les barons se révoltent, le prince de France est appelé à prendre la couronne. Et c'est à ce moment-là que Guillaume est appelé à être régent du royaume, gardien de la couronne et protecteur du roi enfant. Et même à près de 70 ans, alors que la plupart des hommes sont depuis longtemps retirés, il va combattre encore. En 1217, à la bataille de Lincoln, il mène les troupes royales, combat en armure, à cheval, et mène personnellement la charge décisive contre les rebelles. Ce jour-là, il ne se bat pas pour la gloire, il se bat pour que le royaume ne s'effondre pas. Puis peu après, il se retire. Guillaume meurt en 1219, âgé d'environ 73 ans. Conscient de sa fin imminente, il rend ses fonctions politiques, il règle ses affaires, se réconcilie avec l'Église et demande à revêtir l'habit des Templiers, les tristement célèbres chevaliers de l'ordre du Temple. Un dernier geste fort, il termine sa vie comme il a vécu, en Miles Christi, en soldat du Christ. À sa mort, on dira de lui qu'il fut le meilleur chevalier du monde. Guillaume le Maréchal est un homme qui a vécu brillamment selon le code d'honneur de son temps. Je pourrais continuer encore longtemps. Guillaume, à lui seul, mériterait un épisode entier. Mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Car ce que je voulais raconter ici, ce n'était pas toute sa vie. C'était une idée. L'honneur. Guillaume, le maréchal, naît et vit dans un monde que nous avons aujourd'hui du mal à imaginer. Un monde sans frontières nettes. Au XIIe siècle,
L'Angleterre et une partie de la France ne sont pas deux blocs séparés. Elles sont entremêlées. Guillaume grandit en Normandie. Il sert des rois d'Angleterre, mais combat sur des terres françaises. Il parle la même langue que ses adversaires. Il partage la même culture guerrière. À cette époque, on ne sert pas un pays, on sert un seigneur via un serment. Ce monde transmanche, Henri II Plantagenet l'a façonné, par la guerre, par l'expansion, mais surtout par un mariage décisif, son union avec Aliénor d'Aquitaine. Ensemble, ils dominent un territoire immense, de l'Angleterre à l'Aquitaine, de la Normandie aux marches de l'Irlande. Ce n'est pas un empire aux frontières nettes, encore une fois, mais une constellation de terres tenues ensemble par la loyauté et les serments. Un empire puissant mais fragile. Henri et Aliénor auront de nombreux enfants. Trop, chacun avec ses colères et ses revendications. Guillaume appartient pleinement à ce monde instable, où l'on peut être loyal à plusieurs maîtres, où l'honneur tient encore l'équilibre, mais où les fractures sont déjà là, plantées, sous la surface. Un siècle plus tard, cet équilibre se brisera. Et de ces territoires disputés, de cette noblesse guerrière persuadée d'être invincible, naîtra l'un des plus grands conflits de l'histoire européenne. Je parle bien sûr de la guerre de 100 ans. Mais ça, ce n'est pas vraiment une autre histoire, c'est la suite. Nous entrerons au cœur de ce monde hérité, sur un champ de bataille, où la chevalerie, sûre d'elle-même, va vaciller. La bataille de Crécy. Nous sommes en 1346. Un siècle a passé depuis Guillaume le Maréchal. Le roi d'Angleterre, Édouard III, revendique la couronne de France. Il débarque avec une armée aguerrie, pas immense mais très disciplinée. Une armée conduite par un roi tacticien qui combat sur le terrain. Face à lui, le roi de France, Philippe VI de Valois, ne rassemble pas une simple armée. Il convoque tout ce que l'Europe a de plus prestigieux, la fine fleur de la chevalerie. Des princes, des ducs, des comtes venus de France, de Flandre, de Lorraine. Des centaines de bannières visibles au loin. Et parmi eux, Jean de Luxembourg, roi de Bohême, chevalier reconnu dans toute l'Europe. Mon roi Jean est aveugle, et moi, je suis l'un de ceux qui ne le quittent jamais. Je suis son chevalier, son bras droit. Je combats sous sa bannière depuis des années. Il ne voit plus le monde, mais il le connaît. Il sait que le combat approche. Il sait que l'armée française est sûre d'elle. Trop sûre. Autour de nous, les chevaliers rient. Ils parlent de charge, de gloire, de capture. Ils regardent les Anglais comme des proies. Pour eux, la bataille est gagnée d'avance. À côté de moi, mon roi écoute, mais quelque chose est différent. Je le sens aussi. Le terrain d'abord, les Anglais sont en hauteur. Le sol est lourd, détrempé. Sous ma monture, la terre cède, les chevaux s'enfoncent, et surtout, les Anglais ne se précipitent pas, ils attendent, ils patientent. Le combat commence mal. Les arbalétriers génois avancent, mais ils sont épuisés. Après 20 km de marche, qui ne le serait pas? Leurs cordes sont molles, détendues par la pluie. Les archers anglais, eux, sont prêts depuis longtemps. Je les vois bander leurs arcs. Des arcs longs, très longs, assez puissants pour transpercer l'homme et le cheval. Ils tirent vite, ils tirent loin, et ils tirent sans relâche, entraînés comme des machines. Ce ne sont pas des volées symboliques, c'est une pluie de morts. Les arbalétriers reculent, ils battent en retraite. Derrière eux, les chevaliers français s'impatientent. La colère monte. Pour punir les fuyards et écraser les Anglais, la charge part, comme ils l'ont toujours fait. Mais cette fois, la charge se brise. Les chevaux tombent, les hommes chutent, les lignes se désorganisent. On charge encore et encore, car l'honneur l'exige. À côté de moi, mon roi comprend. On lui dit de se retirer. On lui crie que c'est un massacre. Il répond calmement.
Je n'ai jamais fui un combat, je ne fuirai pas aujourd'hui. » Puis il se tourne vers moi, il me donne un ordre. Il me demande de l'attacher à son cheval, solidement, pour qu'il puisse charger une dernière fois. Une mort digne l'attend. Je proteste, tout en imaginant que demain sera sans moi. Il insiste. Alors, j'attache ses rênes aux miennes, à celles de mes frères d'armes. Il ne voit rien, mais il sait exactement où il va. Nous lançons l'assaut. Ce n'est plus une tactique militaire. C'est un acte absurde de fidélité à un code ancien. Nous avançons dans le fracas. Les flèches sifflent, les chevaux hurlent, puis plus rien. Le lendemain, on retrouvera le roi Jean mort, toujours attaché à son cheval, entouré de ses chevaliers. À Crécy, la chevalerie n'a pas manqué de courage. Elle a manqué de lucidité. Elle a manqué d'un vrai commandant. Car ce jour-là, ce n'est pas seulement une armée 3 fois plus nombreuse qui est battue. C'est une manière de faire la guerre qui vient d'être balayée par une innovation simple et implacable, le longbow. Crécy marque le moment précis où l'honneur cesse d'être une arme décisive et devient pour la première fois une faiblesse. Après les grandes défaites françaises, comme à Crécy, la guerre ne s'arrête pas, elle change de visage. Les grandes armées se déplacent moins, les batailles rangées deviennent rares. Il n'y a plus ces chocs spectaculaires où tout se décide en une journée. Mais la violence, elle, est partout. Sur les routes, dans les villages, les chemins deviennent dangereux. Les villages brûlent, les terres sont abandonnées. Le royaume ne perd pas seulement des batailles, il se vide. Alors apparaissent ce qu'on appelle les grandes compagnies. Des hommes sans solde, des mercenaires, d'anciens soldats qui n'ont plus de guerre pour vivre, mais qui savent encore se battre. Ils vivent sur le pays, ils rançonnent, ils affament, ils pillent. C'est une guerre d'usure, de terreur. Et c'est dans ce monde-là que Bertrand du Guesclin fait ses premières armes. Bertrand du Guesclin ne ressemble à rien de ce qu'on attend d'un chevalier. Il naît en Bretagne, dans une petite noblesse rude, loin de la cour. Les chroniques sont cruelles avec lui. On le dit trapu, mal bâti, le visage dur, presque laid. Très jeune pourtant, il montre une force et une violence remarquables. À Rennes, lors d'un tournoi, il se fait remarquer d'une manière inattendue. Masqué, combattant à la place d'un autre, il renverse chevalier après chevalier, révélant une puissance que personne n'avait vu venir. Mais ce moment ne fait pas de lui un chevalier. Ce n'est pas là que Bertrand se construit. Très tôt, il se retrouve sur les champs de bataille et il apprend à observer, attendre, attaquer. Pendant la guerre de succession de Bretagne, du Guesclin ne cherche pas l'exploit. Il prend des places fortes par la ruse, comme au château de Grand Fougeray en 1354. Il frappe quand l'ennemi ne s'y attend pas. Il évite les combats perdus d'avance. Il connaît les terrains, les chemins, les replis, il sait tenir une position. Et surtout, il sait revenir vivant. Pour un seigneur, cela signifie une chose très simple. Cet homme ne me fait pas perdre mes hommes inutilement. Et au XIVe siècle, c'est inestimable. Son adoubement n'est donc pas un sacre glorieux. Il ne vient pas d'un tournoi ni d'une faveur. Il intervient après des faits de guerre, reconnus par des chefs qui jugent sur le terrain, pas dans les tribunes. Pour du Guesclin, la chevalerie n'est pas un costume pour son ego. C'est une fonction avec un cerveau et des tripes. Là où d'autres cherchent la gloire, lui cherche l'efficacité, la victoire, à tout prix. Sa devise le résume. Le courage donne ce que refuse la beauté. Peu à peu, le chemin se dessine. En Bretagne, du Guesclin devient un capitaine reconnu. Pas un grand seigneur, mais un homme fiable, efficace dans une guerre sale. Sa réputation circule.
Pas dans les chansons, mais dans les rapports, les recommandations, les réseaux militaires fidèles au dauphin, notamment par des hommes comme Pierre de Villiers. Charles V observe. Il n'est pas encore roi, mais il sait déjà ce qu'il cherche. Des hommes qui gagnent sans bruit, pas des chevaliers qui meurent bien. Quand Charles V arrive au pouvoir, Bertrand du Guesclin est déjà l'homme qu'il lui faut. Bertrand ne combat pas pour impressionner. Il combat pour reprendre le terrain. Il connaît les chemins, les forêts, les habitudes de l'ennemi. Il coupe les convois, surprend les détachements isolés, force l'adversaire à se déplacer, à le suivre. Chaque victoire est petite, un pont repris, une garnison affamée, un capitaine capturé. Pas de chant, pas de joie. Mais lentement, le territoire revient. Le roi Jean II dit le Bon est mort en captivité à Londres. C'est un roi reconnu pour son honneur. Il s'est rendu aux Anglais pour tenir sa parole. Le royaume, lui, est exsangue, c'est-à-dire ruiné, les villages sont ravagés, les routes sont tenues par des bandes armées. L'autorité royale affaiblie. C'est dans ce contexte que son fils lui succède, Charles V dit le Sage. Ce n'est pas un roi flamboyant, physiquement fragile, mais lucide, patient, stratège. Il a vu la guerre changer. Il l'a vécu jeune, notamment à Crécy. En tant que prince, il a compris une chose essentielle. Jouer le jeu anglais, c'est déjà perdre avant d'avoir commencé. Charles V n'a pas besoin d'un héros. Il a besoin d'un homme capable de refuser la bataille quand elle est inutile, capable de gagner sans charger. Alors, il confie à Du Guesclin les missions que personne ne veut. Pacifier des régions entières, affronter des mercenaires incontrôlables, reprendre le terrain sans provoquer de grandes batailles. Bertrand obéit et il réussit. En Normandie, les Anglais ravagent le pays. Ils sont des milliers, sûrs de leur force, sûrs de leur méthode. À leur tête, Jean de Grailly, le captal de Buch. C'est un titre de grand seigneur gascon, vassal du roi d'Angleterre. Ce n'est pas un novice. C'est un vétéran redouté, un homme respecté même par ses ennemis. Il connaît cette guerre nouvelle, rapide, mobile, brutale. Il frappe vite, vit sur le terrain, affame pour contrôler, il sait provoquer, il sait forcer l'erreur. Et il attend une chose, une bataille rangée, une charge française, une faute comme à Crécy. Mais elle ne viendra pas. Du Guesclin temporise et il observe. Nous sommes en 1364, à Cocherel. Bertrand du Guesclin arrive avec peu d'hommes, 300, 400 peut-être. Face à lui, plusieurs milliers d'Anglais et de Navarrais, des alliés instables ceux-là, des hommes qui combattent sur le sol français contre le royaume. Et pour beaucoup, ce sont des traîtres. Sur le papier, c'est un massacre annoncé. Mais Bertrand ne combat jamais sur le papier. C'est un homme de terrain. Il observe. Un plateau, des pentes raides, des chemins étroits, des bois partout. Il divise ses hommes, les place hors de vue et ordonne le silence. Puis il fait l'impensable. Il recule volontairement. Pas une fuite, mais un repli maîtrisé et calculé. Le captal de Buch sourit. Il croit reconnaître la peur, il ordonne la poursuite. Les Anglais montent, ils s'étirent, se dispersent et rompent leur formation. Et c'est là que le piège se referme, exactement comme Bertrand l'avait prévu. Quand les Anglais sont essoufflés, désorganisés, Bertrand donne l'ordre. Pas une charge, encore une fois non. Une attaque simultanée. Les Français surgissent des bois, des flancs, des hauteurs. Pas de cris héroïques, pas de bannières flamboyantes. Juste de l'efficacité. Les Anglais tentent de se regrouper. Trop tard. Leur nombre devient un handicap. Ils se gênent, ils chutent, ils paniquent.
Le captal de Bush est encerclé, puis capturé. En quelques heures, une armée sûre d'elle est brisée par une force 10 fois inférieure. Ce jour-là, Bertrand prouve 3 choses. La guerre n'est plus une affaire de noblesse, mais de cerveau. La discipline et le terrain comptent plus que la bravoure. L'Angleterre n'est pas invincible. Charles V ne s'y trompe pas. Après Cocherel, Du Guesclin n'est plus un capitaine parmi d'autres. Il devient son chef de guerre. Pendant plusieurs années, il commande au nom du roi, mène les armées, reprend le terrain perdu, impose une méthode. En 1370, cette réalité devient officielle. Bertrand du Guesclin est nommé connétable de France. Il devient le commandant suprême de l'armée royale. C'est le poste militaire le plus élevé du royaume. Les Anglais le surnomment le Dogue Noir. Pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il ne lâche jamais. Il mord, il recule, puis il revient. Encore et encore. Il est capturé plusieurs fois, toujours rançonné, preuve qu'il vaut cher, très cher. Bertrand du Guesclin ne détruit pas la chevalerie, il la transforme. Il prouve qu'on peut servir l'honneur sans mourir inutilement, qu'il existe une autre bravoure, celle qui dure. Il n'est pas un héros éclatant, il est une solution. Celui d'un monde où survivre compte plus que le reste. C'est un chevalier qui n'a jamais trahi sa parole, à son roi et à son royaume. Du Guesclin meurt en 1380. Avec lui, une vérité s'impose. La guerre ne se gagne plus par l'apparence, mais par l'intelligence. La chevalerie n'a pas disparu, elle a changé de fonction. Pendant plus d'un siècle encore, les chevaliers combattent, jurent fidélité, portent l'honneur comme une armure morale. Mais le monde avance. Les armes à feu se répandent, les armées deviennent massives, la guerre devient une affaire d'État. Et pourtant, au cœur de ce monde nouveau, un homme va incarner jusqu'au bout l'idéal ancien. Et cet homme, c'est Bayard. Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche. De son vrai nom, Pierre Terrail, seigneur de Bayard. Né vers 1476 dans le Dauphiné, il est de taille moyenne, solide, nerveux, le corps sec des hommes qui vivent dehors. Son visage est marqué, franc, sans douceur excessive. Un regard droit, calme, attentif. Ce n'est pas un homme spectaculaire, ce n'est pas un colosse, mais tout chez lui donne une impression de force tranquille. Bayard porte bien l'armure. Il la supporte longtemps, il marche, il combat et veille sans se plaindre. Très jeune, on remarque chez lui une chose rare. Il est fiable, toujours présent, toujours là où il doit être. Bayard est formé très tôt à la guerre. À la fin du XVe siècle, il suit les campagnes d'Italie. Là-bas, il apprend l'essentiel, tenir une ligne, rester en place quand les rangs se disloquent. Il combat parmi ses compagnons d'armes, attentif aux hommes qui l'entourent autant qu'à l'ennemi. C'est ainsi qu'il devient chevalier, non par un coup d'éclat, mais par une conduite constante, reconnue par tous. On sait qu'il tient sous la pression, qu'il obéit sans faillir, qu'il protège ceux qui combattent à ses côtés. Son adoubement consacre une réputation déjà établie, celle d'un homme sûr, discipliné et responsable. Le mot adoubement reviendra souvent. Il désigne la cérémonie par laquelle un homme devient officiellement chevalier. Il n'existe pas une seule forme d'adoubement. La cérémonie évolue entre le Xe et le XVe siècle. Mais son sens reste le même. Reconnaître publiquement un guerrier d'élite, lui donner le droit de porter les armes de chevalier et l'intégrer dans la noblesse combattante. L'homme qui est adoubé est un écuyer, formé depuis l'enfance. C'est un gentilhomme qui est aux soins du chevalier. Il porte son écu, d'où son nom,
Il s'occupe de la monture, du nettoyage des armes et armures. C'est cet écuyer qui, plus tard, pourra prétendre à être chevalier à son tour s'il est jugé digne par un chevalier ou un seigneur, parce qu'il a prouvé son courage et sa loyauté, parce qu'il sait combattre à cheval, parce qu'il maîtrise les armes, parce qu'il connaît les codes sociaux. Avant la cérémonie, il se prépare, il se lave, symbole de purification. Il passe une veillée d'armes, une nuit passée à prier. Ses armes déposées près de lui, c'est un temps de silence où l'on mesure l'engagement qui va être pris. Le jour venu, la cérémonie se déroule devant témoins dans une salle seigneuriale ou une église. On lui remet ses armes, l'épée, parfois les éperons dorés, le bouclier. L'épée représente la justice et la protection. Les éperons marquent le statut du chevalier. Puis vient le serment, protéger les faibles, être loyal à son seigneur, respecter l'honneur. C'est un engagement public. Enfin, le geste décisif, la collée. Le chevalier ou le seigneur officiant donne un coup léger de la main ou du plat de l'épée sur l'épaule, la nuque, parfois la joue. C'est le dernier coup reçu sans pouvoir riposter. Il rappelle l'obéissance, il transmet l'autorité, et surtout, il fait chevalier. D'où la déclaration de l'officiant « Je te fais chevalier ». À partir de cet instant, le chevalier peut lever sa propre bannière, entrer au service d'un seigneur, être jugé selon son rang. Il faut comprendre une chose essentielle. L'adoubement n'est pas à l'origine un rite religieux. Certains adoubements sont rapides, parfois faits en pleine guerre sur un champ de bataille. L'Église s'y greffe progressivement à partir des XIe et XIIe siècles. On y ajoute la prière, la bénédiction de l'épée, parfois un serment religieux, juré sur la Bible ou des reliques. Presque tous les chevaliers européens étaient officiellement chrétiens. Ne pas l'être, c'était hors norme, voire suspect. Il ne faut pas les confondre avec les ordres religieux militaires comme les Templiers ou les Teutoniques. L'adoubement devient religieux avec le temps, mais par nature, il est d'abord un acte social et militaire. La guerre change vite. Les arquebuses apparaissent, les piquiers dominent les champs de bataille, les villes sont prises et pillées. Dans ce monde brutal, Bayard adopte une conduite qui surprend. Il va là où le combat est le plus dur. Il combat partout, à pied, à cheval, même face aux piquiers suisses. Sous le feu des arquebuses, il est blessé plusieurs fois, mais il revient toujours. Sa peur existe, comme chez tous les hommes, mais elle ne décide jamais à sa place. C'est pour cela qu'on dira plus tard qu'il est sans peur. Non parce qu'il ignore le danger, mais parce qu'il avance malgré lui. Et Bayard impose aussi une autre règle. Il interdit le pillage inutile. Il protège les habitants quand il le peut. Il empêche ses hommes de s'en prendre aux femmes, aux enfants et même aux prisonniers. Dans une guerre où la violence déborde facilement, lui trace une limite. Il rembourse ce qu'il prend, il soigne les blessés même ennemis, il traite ses captifs avec respect. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une discipline morale. Et c'est pour cela qu'on dirait qu'il est sans reproche. Et c'est ainsi que sa renommée de chevalier atteint les sommets. Nous sommes au début du XVIe siècle, dans le sud de l'Italie, en Pouille. Bayard mène une reconnaissance armée. Il rencontre presque par hasard une troupe espagnole, commandée par Dom Alonso de Sotomayor, officier de haut rang, parent du grand capitaine Gonzalo de Cordoue. L'escarmouche est brève. Bayard prend l'avantage et capture Dom Alonso. Le prisonnier est traité avec un soin rare. Logé honorablement au château, soigné, vêtu, librement tenu, retenu seulement par sa parole. Mais cette parole est trahie. À l'aube, Dom Alonso s'enfuit. Bayard fait aussitôt lancer la poursuite et le fuyard est rattrapé. Cette fois, Bayard ordonne l'enfermement. Rançonné puis relâché, Dom Alonso rentre chez les siens. Il est accueilli avec enthousiasme. Mais lorsqu'on l'interroge sur sa captivité, il se plaint.
Il affirme ne pas avoir été traité en gentilhomme. Il met en cause l'honneur de Bayard. Ces paroles parviennent rapidement jusqu'au camp français. Bayard est stupéfait. Puis, profondément indigné, il ne peut laisser passer une telle offense. Il écrit donc à Dom Alonso. Il lui demande une chose simple. Retirer ses propos devant témoins, sinon ce sera un duel à mort. Évidemment, Dom Alonso refuse. Il maintient ses paroles. Il accepte le défi et fixe le lieu et le délai. Bayard accepte sans hésiter. Bien qu'il soit souffrant, il obtient l'accord de son supérieur, le seigneur de la Palice. Dernière manœuvre, Dom Alonso exige d'être défenseur, ce qui lui permet de choisir les armes et les conditions du combat. Bayard accepte encore. Quand on a une juste cause, peu importe la position, dit-il. Le duel se tient en bonne et due forme, à cheval, devant les deux armées rassemblées. Dès les premières passes, Bayard domine. Il manœuvre mieux, il frappe juste. Après plusieurs chocs, il désarçonne Sotomayor. Il le met à pied. Non, en fait, il met pied à terre. Et le combat continue. Par une feinte, il transperce le gorgerin de son adversaire. C'est la pièce d'armure qui protège le cou. Gravement blessé, Dom Alonso tente un dernier assaut. Mais Bayard est plus rapide. Il le frappe mortellement, entre le nez et l'œil gauche. L'Espagnol s'effondre, le duel est terminé. Et alors que tout est accompli, Bayard ne triomphe pas. Il regrette sincèrement d'avoir tué un homme de valeur. Il se met à genoux et rend grâce à Dieu. Ce geste frappe autant que la victoire. Pour les contemporains, ce duel incarne une chevalerie à son sommet, mais déjà sur le point de disparaître. La renommée de Bayard s'étend encore, non seulement comme combattant, mais comme modèle moral. Et l'image s'impose durablement, celle du chevalier, sans peur et sans reproche. Again. Quand François Ier devient roi en 1515, la chevalerie n'est déjà plus une nécessité militaire, mais elle reste un idéal. François Ier ne veut pas seulement gouverner, il veut incarner, montrer qu'un roi partage le risque de ses hommes. Il comprend que malgré les canons, les piques, un roi doit encore montrer son courage sur le terrain. À Marignan, il combat personnellement les mercenaires suisses. Il reste au cœur de la mêlée. 2 jours de combat, de la boue, du sang, de l'artillerie. La victoire est difficile, mais décisive. L'Europe entière retient son souffle. Après la bataille, François Ier demande l'adoubement. Il a 21 ans, il vient de remporter sa première grande victoire. Il est roi par naissance, mais il veut être reconnu autrement. Il choisit Bayard, parce que Bayard est déjà une référence, un nom que tous respectent, un chevalier dont la réputation repose sur une conduite sans faille. Sur le champ de bataille, le vieux capitaine arme chevalier le jeune roi. Ce geste n'est pas politique, il est symbolique. L'idéal chevaleresque survit un instant, porté par 2 hommes, 2 âges, 2 mondes qui se croisent. Le Moyen-Âge passe la main à la Renaissance. En 1524, en Italie, toujours, l'armée française se replie. Bayard commande l'arrière-garde. Il couvre la retraite, il retarde l'ennemi, il tient pour que les autres puissent partir. Il est finalement touché par une balle d'arquebuse dans le dos. La blessure est grave. On veut l'emporter, mais Bayard demande à être adossé à un arbre face à l'ennemi. Il attend calmement. Des officiers impériaux s'approchent, il s'incline. Les combats cessent autour de lui. Bayard meurt ainsi, à 49 ans, respecté par ses hommes et honoré par ses adversaires. 10 ans plus tard, en 1525, François Ier affronte Charles Quint à Pavie. La bataille tourne mal, l'armée française est encerclée, l'artillerie impériale écrase les positions. Le roi pourrait fuir, on lui en donne la possibilité. Il ne le fait pas. François Ier combat à pied au milieu de ses hommes. Il est blessé, son cheval est tué. Il se rend finalement, épuisé, encerclé, il est fait prisonnier. Plus tard, il écrira cette phrase célèbre.
Tout est perdu, force l'honneur. Ce n'est pas une formule, c'est l'état d'esprit d'un homme qui a voulu se comporter en chevalier jusqu'au bout, même quand le monde n'en avait plus besoin. Il serait faux de croire que Bertrand du Guesclin et Bayard sont deux éclairs isolés dans la nuit. Entre eux, pendant plus d'un siècle, des chevaliers continuent d'exister. Ils combattent, ils servent, ils jurent de fidélité. Des hommes comme Geoffroy de Charny, comme Boucicaut, maréchal de France, voyageurs, croisés, prisonniers d'Azincourt. Ils tentent encore de faire vivre l'idéal chevaleresque dans un monde qui le met à l'épreuve. Et après Bayard, il y aura encore des hommes valeureux, des capitaines courageux, des soldats loyaux. Mais ils ne sont plus des chevaliers au sens ancien. La guerre a changé de nature. Les armes à feu dominent. L'État s'impose. L'honneur ne disparaît pas. Il se déplace. Il quitte l'armure. Il n'est plus visible sur le champ de bataille. Il devient discipline, devoir et sacrifice collectif. Bayard n'est pas le dernier homme brave. Il est le dernier pour qui l'honneur et le combat ne faisaient qu'un. Au fil de cette traversée, une chose apparaît clairement. L'honneur change de forme. Avec Guillaume le Maréchal, l'honneur est personnel. On le porte sur soi, on le prouve par la loyauté à un seigneur, par un serment. Le monde est encore féodal, le pouvoir est fragmenté, l'honneur sert de ciment. Avec Jean à Crécy, l'honneur se brise contre la réalité. Le courage devient vulnérable face à une guerre qui change plus vite que les valeurs. Le longbow, la discipline, les premières armées organisées annoncent une rupture. La force individuelle est dépassée par le travail collectif. Avec Bertrand du Guesclin, l'honneur cesse d'être une posture. Il devient une responsabilité. Servir, durer, protéger le royaume, même sans gloire. Ce n'est pas un hasard. C'est le moment où l'État commence à naître. Encore fragile, encore imparfait, mais bien réel. Le roi ne peut plus compter sur des chevaliers valeureux. Il a besoin d'hommes fiables, de capitaines, de stratégie. L'honneur glisse alors de l'exploit individuel vers le service du bien commun. Puis vient Bayard, dernier éclat pur. Dans un monde déjà moderne, il choisit encore l'ancienne voie, protéger les faibles, refuser le pillage, tenir sa parole quand plus rien ne l'y oblige. Il n'est plus un modèle d'avenir, il est une exception morale, et c'est précisément pour cela qu'il devient légendaire. Enfin, François Ier, roi, chevalier et prisonnier. Il comprend que l'honneur n'est plus qu'un symbole à incarner. Quand il dit « tout est perdu, force l'honneur », ce n'est pas une phrase héroïque. C'est une déclaration d'un monde qui s'éteint. Ce qui est frappant, c'est que l'histoire ne retiendra pas vraiment la victoire de Charles Quint. On parlera plus de François Ier, le roi capturé, le roi vaincu, parce que sa défaite est visible. À Pavie, François Ier perd une bataille, mais il gagne une postérité. Dans un monde où l'honneur n'est déjà plus décisif, il devient un symbole, un dernier reflet d'un code qui s'éteint. Car après lui, la guerre devient une affaire d'État, de finances, de logistique, de canons, d'armée permanente. Le soldat apparaît, et le chevalier disparaît. Mais l'honneur, lui, demeure, dans la manière de gouverner, de diriger, sans abus, sans corruption. Dans la protection des plus faibles, par la loi, par l'institution, dans le refus de l'injustice, par un jugement équitable. L'honneur n'est plus un rang, une naissance ou une époque. C'est un choix personnel. Et peut-être est-ce là sa forme la plus exigeante. Ce changement de l'honneur ne se fait pas seul. Il s'accompagne d'un autre bouleversement, la lente construction de l'État. L'État ne naît pas en un jour. Le pouvoir royal existe dès le Xe siècle, quand les seigneurs féodaux se rassemblent autour d'un seul roi. Mais l'État tel que nous l'entendons aujourd'hui, avec des institutions durables, se construit progressivement entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Une accélération s'opère entre Charles V et François Ier, et s'impose définitivement avec Louis XIV, le roi Soleil. Au départ,
Le monde est féodal. On obéit à un seigneur, à un roi. L'armée est faite de vassaux et de chevaliers. C'est le monde de Guillaume le Maréchal. À partir du XIIIe-XIVe siècle, le roi commence à gouverner autrement. Il lève des impôts, écrit des lois, s'appuie sur une administration, mais la guerre reste chevaleresque, et l'armée encore largement féodale. Avec Charles V, tout change. La guerre devient une affaire de temps, d'argent, de stratégie. On sert le royaume, les capitaines deviennent permanents. Les impôts financent la guerre, le commandement se centralise. C'est le passage du chevalier au serviteur du pouvoir royal. Mais cet état reste encore fragile, dépendant du roi. Du Guesclin en est l'incarnation. Au XVe siècle, l'État prend l'ascendant. Armée permanente, artillerie royale, fin des grandes bandes privées. La violence commence à devenir un monopole du pouvoir royal. Avec François Ier, l'État devient visible, incarné. Le roi combat encore, mais l'honneur devient surtout symbolique. Avec Louis XIV, le processus est achevé. Armée massive et professionnelle, officiers formés, noblesse domestiquée, l'État existe indépendamment des hommes qui le dirigent. Il n'y a plus de chevaliers. Il y a des officiers. À partir de ce moment, l'honneur cesse d'être visible, il devient une vertu, une valeur morale, un idéal partagé, mais désormais abstrait. C'est précisément pour cela qu'on en parle encore aujourd'hui. Et notre définition moderne de l'honneur vient de cet héritage transformé d'un monde disparu. Déjà 1 heure. Avant de conclure pour de bon, j'aimerais prendre quelques minutes pour parler de l'honneur aujourd'hui. Jusqu'ici, j'ai essayé de rester le plus objectif possible, de retracer une évolution, de montrer comment l'honneur a changé de forme. Maintenant, je change de posture, je laisse de côté l'historien et je parle à la première personne. Ce qui va suivre, ce sont des impressions, des convictions, des choix personnels. Alors prenons ce moment pour ce qu'il est, une tentative, une réflexion ouverte. Essayons ensemble d'imaginer ce que l'honneur est réellement devenu aujourd'hui, dans nos vies ordinaires à notre époque. Le si a toute son importance, et vous me direz si cela vous parle ou pas. Je pense que l'honneur est d'abord une vertu pour soi, quelque chose d'intérieur. Mais nos actes finissent toujours par être vus, et c'est déjà une forme de récompense, même quand elle reste silencieuse. Chaque décision, chaque action contribue à élever notre honneur propre. Quand je fais toujours ce que j'ai dit, parfois je fais d'abord et que je dis après, ou mieux encore, quand les autres se rendent compte plus tard, sans que j'aie besoin de le dire, à ce moment-là, c'est l'honneur qui s'élève, c'est la classe. Si je devais choisir une devise, ce serait « je fais d'abord, je dis après ou pas ». C'est pas mal, non? Chacun connaît des hauts et des bas. Chacun encaisse plus ou moins bien. Et chacun le montre, un peu ou trop. Moi j'ai fait un choix. Je montre le solide, et le reste j'y travaille. Jusqu'à ce que ce soit réglé, jusqu'à ce que ce soit du passé. C'est un test permanent, une mise à l'épreuve constante de mon honneur. Le courage aujourd'hui, c'est aussi de dire ce que l'on pense, franchement, à ceux qui se trompent, à ceux qui le prendraient mal. Bien sûr, la manière compte, mais dire les choses telles qu'elles sont, c'est déjà du courage. Le rapport de force n'est pas que physique, il est aussi intellectuel. Le courage aujourd'hui, c'est oser la puissance verbale. Et évidemment, il faut choisir ses combats. On ne raisonne pas quelqu'un de fermé. Autant parler à un mur, au moins lui ne se vexera pas. L'honneur, c'est aussi la loyauté. D'abord envers sa famille, la plus importante. Il n'y a rien de plus déshonorant que de trahir ses parents, ses enfants et ses frères et sœurs. Mais aussi envers ceux avec qui l'on travaille. Ses employeurs, ses collègues. Quand vous avez postulé, quand vous êtes allé à ces entretiens,
avec votre armure brillant et votre stylo porte-bonheur. Vous avez prouvé votre valeur et donné votre parole. L'honneur durant cette mission, c'est de tenir ce serment, celui qui est écrit dans le contrat. Mais l'honneur ne s'arrête pas le jour où l'on part. Même après, même quand on a changé de chemin, même quand l'expérience a laissé un goût amer, il ne faut pas oublier que cette parole, on l'a donnée. On ne se retrouve jamais quelque part par hasard. La raison, c'est d'abord nous qui l'avons choisie. La loyauté reste même longtemps après. Il faut savoir mesurer ses propos pour son propre honneur. Un employeur qui ne tient pas sa parole envers ses salariés finira tôt ou tard entouré de gens comme lui, sans valeur, sans loyauté. Ils fermeront les portes pour lui. Je me souviens que le mot loyauté revenait souvent dans mes entretiens annuels. J'y suis resté assez longtemps pour nouer de vraies amitiés et aussi quelques rivalités. Mais le dernier jour, ceux qui comptaient étaient là. Même les rivaux sont revenus enterrer la hache de guerre d'une poignée de main. Mais le plus surprenant, c'est que les dirigeants avaient fait le déplacement. Et longtemps après, même aujourd'hui, je peux le dire simplement, j'étais fier d'avoir fait partie de cette entreprise. Il y a d'abord la courtoisie du quotidien, celle qu'on pratique sans y penser vraiment. Laisser passer une personne âgée, céder sa place, accorder de l'attention aux personnes vulnérables. Puis, il y a la courtoisie dans les relations intimes. Aujourd'hui, cette courtoisie passe par une phase de préparation. Chacun définit ce qu'il veut, ce qu'il désire, et surtout, chacun le dit clairement, en amont. La courtoisie moderne, c'est le consentement. C'est annoncer les choses sans ambiguïté, dire si l'on cherche une relation durable, une rencontre éphémère, ou simplement un moment partagé, même bref. C'est juste différent à avant. Comme la technologie, nous aussi on doit évoluer. Aujourd'hui, les rencontres passent souvent par des applications. Le rapport de force a évolué. Le choix est davantage entre les mains des femmes. La courtoisie devient alors quelque chose de très personnel. Une manière d'être, un ton, un rythme. Et pour que cela fonctionne, il faut que les deux personnes soient sur la même longueur d'onde. Je me souviens pourtant d'un temps pas si lointain où il y avait cette phase importante. Quand un homme courtise sa bien-aimée, parce qu'il avait pensé à elle, parce qu'il imaginait qu'un ciné ou un verre pourrait lui faire plaisir. Je me souviens des mots doux, des lettres écrites à la main, de l'attente de cette réponse qui décidait du sort de notre vie. Ah, cette attente qui rend fou. Cette patience obligatoire. C'est comme ça qu'on forgeait notre patience. Ça commençait au collège. Jeune et naïf, comme tout ado qui se respecte, cette personne hantait notre esprit. Son visage partout. Sur un terrain de basket, son visage revenait, mais c'était le ballon qui finissait en pleine tête. En cours d'histoire géo, la capitale de Katmandou, c'était Jessica. En temps moderne, la gloire, c'est une image. L'image que l'on renvoie et celle que les autres perçoivent. Cette image, on l'a construite très tôt. Dès l'école déjà, elle existe. On est le bon élève, le discret, le populaire, le marginal. Et sans vraiment s'en rendre compte, on commence à se forger une réputation. En grandissant, cette image nous suit. Elle évolue dans plusieurs milieux distincts et le mot milieu est important. D'abord, il y a le milieu familial. C'est là qu'on est nous-mêmes, au naturel. Un espace protecteur, parfois imparfait, mais où l'on se ressource, où la confiance règne. Ensuite, il y a le milieu professionnel. Qu'on soit salarié, indépendant ou créateur de son propre travail, c'est un monde de retenue. On y soigne son image, on se veut fiable, sérieux, clean. On se contrôle. Parce que la réputation, il y a des conséquences réelles. Et puis, il y a le milieu social virtuel, les réseaux, les communautés. Là, deux possibilités.
Soit on s'y montre tel qu'on est, sans filtre, on se lâche, soit on y devient une autre version de soi, une version idéalisée, un personnage. Dans ce milieu, on cultive aussi une image. Popularité, visibilité, reconnaissance. Mais cette image peut entrer en conflit avec les autres. Entre ce que l'on est en privé, ce que l'on montre au travail et ce que l'on projette en ligne. Alors, on adapte notre comportement, notre langage, selon les communautés, selon les attentes. La réputation moderne n'est donc plus unique, elle est fragmentée, contextuelle et parfois contradictoire. Mais cette réputation, elle a une faiblesse, elle est fragile. Autrefois, la réputation se construisait lentement. Elle s'éprouvait dans la durée, dans la constance des actes. Aujourd'hui, elle peut se construire en quelques jours, mais ce qui se construit vite se détruit plus vite encore. Dans la sphère familiale, on pardonne plus facilement. Dans le monde professionnel, on peut disparaître, changer de voie, recommencer ailleurs. Mais dans le milieu virtuel, plus la célébrité est élevée, plus la chute est brutale. Une erreur, un mot, une image peuvent se propager, être repris, amplifiés, déformés, et par effet de contagion systémique, atteindre les autres sphères de la vie. Quand tout va bien, tout tient. Mais quand tout bascule, qui maîtrise encore sa propre image? Et surtout, peut-on vraiment anticiper une chute dans un monde qui vit de l'exposition permanente? Puis, la religion. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la religion est devenue un sujet aussi sensible? Et pourtant, c'est un thème omniprésent dans l'actualité. Il suffit d'ouvrir un journal, de lire les news, pour constater qu'elle revient régulièrement, souvent associée à la violence, au conflit, à la mort. Des hommes et des femmes sont encore tués pour leurs croyances, pour leur manière de vivre, pour leur foi, ou pour leur absence de foi. C'est une réalité terrible. Alors je dirais simplement ceci. Une religion, quelle qu'elle soit, devrait être un espace de paix, un chemin personnel, une recherche de sens. Chacun devrait pouvoir croire ou ne pas croire, librement, consciencieusement, sans contrainte, sans peur. Lorsque la foi devient un outil de domination, elle cesse d'être spirituelle. Elle devient politique, et c'est là que les drames commencent. Que se passe-t-il quand la réputation tient dans le temps? Lorsqu'elle repose sur des actes réels, sur des parcours remarquables, alors elle devient autre chose. Elle devient du prestige. Car le prestige ne concerne plus seulement un individu. Il concerne une lignée, une famille, une mémoire. Il existe encore aujourd'hui des formes de reconnaissance qui illustrent cette idée de prestige. Des distinctions comme la Légion d'honneur ou l'insigne de chevalier de l'ordre des arts et des lettres. La Légion d'honneur est créée en 1802 par Napoléon Bonaparte. Son idée est simple et révolutionnaire pour l'époque. Récompenser le mérite, pas la naissance. D'ailleurs, Napoléon rompt aussi avec l'idée de noblesse héréditaire. La Légion d'honneur distingue des femmes et des hommes qui ont rendu des services éminents à la nation, civils ou militaires. C'est une forme d'adoubement moderne, non plus par l'épée, mais par la reconnaissance officielle et publique. Être chevalier de l'ordre des arts et des lettres est une distinction créée en 1957, sous l'impulsion du ministère de la Culture. Son but est différent, il ne récompense pas la force ni le pouvoir. Il reconnaît la contribution à la culture, artistes, écrivains, créateurs, penseurs, ceux qui façonnent l'imaginaire collectif, ceux qui transmettent, qui élèvent, qui laissent une trace. Là encore, le mot est révélateur, chevalier. Ce n'est pas un hasard. On ne combat plus avec une épée, mais avec des idées, des œuvres. Mais
Ces distinctions ne créent pas le prestige, elles le reconnaissent. Alors pour comprendre comment naît ce prestige, il faut revenir au commencement. L'éducation. Chaque parent prend soin d'éduquer ses enfants. À travers cette éducation, il transmet des valeurs, une manière d'être au monde, une idée de ce qui est juste. En ce sens, les parents élèvent aussi leur honneur. Et lorsque les enfants grandissent, lorsqu'ils deviennent des adultes responsables, des femmes et des hommes droits, les parents peuvent être fiers de ce qu'ils sont devenus. Mais chaque enfant porte également son propre honneur. L'honneur des parents et celui des enfants se répondent, et ensemble, ils contribuent au prestige de la famille. Ce prestige vient de ce que l'on a hérité, de ce que l'on a accompli, de ce que l'on est devenu. Et c'est là un point essentiel. Le prestige demeure. Il survit au temps, il traverse les générations, c'est une passation, un relais. Après les parents viennent les enfants, puis les enfants des enfants. Lorsqu'il est cultivé, le prestige évolue, se transforme, mais il reste. Il devient une mémoire vivante, une trace durable laissée dans le temps.